Alors je fais une petite parenthèse dans cette illustration des débats économiques et politiques liés aux impôts pour vous parler quelques secondes de ce qu'on appelle la courbe de l'affaire. Deux mots hein, sur cette courbe économique. Cette courbe est le raccourci. Voilà. Cette courbe, excusez, excusez pour le dessin. Bon. Cette courbe est le raccourci ou la représentation graphique d'une idée commune en économie. Alors cette idée n'est pas fausse, mais elle n'est pas forcément vraie dans tous les cas. Elle consiste à considérer, à dire que, au fond, excusez-moi, trop d'impôts tue l'impôt. Ou encore, il ne faut pas tuer la poule aux œufs d'or. Elle est classique, hein, cette idée en économie standard. Lorsqu'une firme augmente le prix d'un bien qu'elle produit, la quantité demandée par les consommateurs diminue, sous réserve d'aspect d'élasticité de la demande. Enfin bon, je ne rentre pas dans les détails. Dans un premier temps, cependant, l'augmentation du prix va compenser la diminution des quantités consommées, de sorte que les recettes de la firme vont quand même augmenter. Puis, si le prix continue à augmenter, la situation va se retourner, passer un certain seuil, et les quantités consommées ne compenseront plus l'augmentation des prix. Et les recettes globales vont commencer à diminuer. Alors cet aspect-là qui est connu en économie, en microéconomie, on la retrouve aussi, elle est mise en évidence dans ce qu'on appelle la courbe de Laffer, mise en évidence par l'économiste américain Arthur Laffer au début des années 70. Elle représente le lien entre le taux d'imposition, qui est en abscisse, qui est le rapport donc, entre le montant de l'impôt et le montant de la richesse créée, si vous voulez, en termes d'imposition sur le revenu. Mais ça peut être aussi, on peut appliquer la courbe de l'affaire à l'impôt sur la dépense, hein. Imaginez que le taux optimal de TVA, au lieu d'être de 20%, enfin pas optimal, mais le taux de TVA est de 20% au niveau national. Imaginez qu'on le passe à 30%, 40%, 50%, ça va calmer hein, la consommation. Ce taux d'imposition est un rapport entre le montant de l'impôt et le montant de la richesse. Et on met en rapport ce taux hein, que vous voyez en abscisse et les recettes fiscales que vous voyez en ordonnée, en gros le total des impôts perçus par l'État ou plus généralement par les pouvoirs publics. Et on s'aperçoit que dans certaines situations, alors la courbe a un aspect général, hein, mais après il faut la repositionner. C'est pas la même courbe selon les types d'impôts, c'est pas la même courbe selon les types de collectivités, etc. C'est-à-dire que la courbe a une forme qui est générale, mais son application n'est pas vraie absolument dans tous les cas. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple l'État français avec l'impôt sur le revenu des personnes physiques, ben, ça va générer une certaine courbe. Si vous prenez l'État français avec l'impôt sur les sociétés, ça va générer une autre courbe. Si vous prenez l'État français avec l'impôt, la taxe sur la valeur ajoutée, ça serait une autre courbe. Si vous prenez le Royaume-Uni ou l'État allemand avec la TVA, ça sera encore une autre courbe. Et c'est pas forcément les mêmes seuils, bien sûr, c'est pas les mêmes taux optimaux, etc. Donc c'est ça cet aspect euh, de vérité, de l'intuition de la courbe de l'affaire, mais cette vérité n'est pas absolue. Alors voyons ce qui se passe. Hein. Dans un premier temps, lorsque le taux d'imposition augmente, je vous commente, mais vous avez compris déjà le truc, mais je vous donne une petite indication parce que ça m'a pris un peu de temps à faire, donc je veux rentrer dans mes frais. Non, je déconne. Alors, voyons ce qui se passe. Dans un premier temps, lorsque le taux d'augmentation augmente, hein, on est dans un schéma type français, avec en abscisse ce qui détermine leurs données. Les Britanniques, les Américains, souvent utilisent une autre formule, et c'est en ordonnée qu'on voit ce qui détermine l'abscissement. Là, on est dans un schéma normal, enfin normal de type européen. Donc, lorsque le taux d'imposition augmente, vous voyez ça en abscisse, les recettes de l'État, dans un premier temps, ou des collectivités vont augmenter.
Puis, comme je l'indiquais pour les entreprises qui font du commerce, hein, tout de suite avant, pardon, passer un certain seuil, le taux d'imposition, les recettes globales vont commencer à diminuer. Elles vont, elles vont augmenter de moins en moins fort jusqu'à un extrémum, un maximum qui est donné sur le schéma, et après ça va baisser. Les recettes globales vont commencer à diminuer. Alors, soit les individus, alors plusieurs interprétations faciles, hein, je ne fais pas de sciences économiques très très évoluées, ni de sciences fiscales si ça existe. Alors, soit les individus qui payaient des impôts décident de moins travailler, parce que y en a marre. Soit ils décident de masquer leurs revenus, c'est ce qu'on appelle l'évasion ou la fraude fiscale. Alors l'évasion fiscale est théoriquement l'utilisation des textes existants, donc c'est pas irrégulier forcément. La fraude fiscale, c'est très irrégulier. On ment, on ne déclare pas les revenus, etc., etc. Ça, c'est de la fraude. Mais l'évasion fiscale, c'est plutôt ça se rapprocherait plutôt de ce qu'on appelle maintenant astucieusement l'optimisation fiscale. Alors, soit les entreprises, autre hypothèse, soit les entreprises qui payaient des impôts quittent purement et simplement le territoire fortement imposé et s'installent là où le taux d'imposition est plus faible. Alors ça aussi, c'est un grand classique hein, de la fiscalité internationale en particulier, mais aussi de l'économie industrielle. On parle en France de désindustrialisation de la France, c'est un grand sujet. Mais il faut s'interroger sur la fiscalité telle qu'elle est en France. Et en particulier revenir un tout petit peu à ce que je disais au tout début, hein, mais avant même l'introduction, en disant, quand je m'interrogeais, est-ce que la fiscalité c'est du droit? Ben non, c'est pas du droit. En fait, c'est vachement compliqué à comprendre. Et donc, souvent, les entreprises, elles préfèrent la simplicité et la garantie que ça va se passer comme ça. Donc, quand elles vont, par exemple, s'installer au Luxembourg, elles vont avoir un papier qu'on appelle un rescrit fiscal individuel qui va être signé par le ministre de l'économie et des finances du Luxembourg, qui va dire, ben voilà, on vous imposera tel taux. Et quand vous allez, quand Google ou Apple va s'installer en Irlande et négocie directement le taux d'imposition des sociétés avec le gouvernement irlandais leur fait un papier en disant voilà, c'est tant. Et donc il y a une sorte de... La complication, quelquefois, même sans parler du taux d'imposition, la complication et l'incertitude sur les impôts font que les gens vont voir ailleurs, et si possible, là où on paye le moins d'impôts. Voilà une petite parenthèse sur la fiscalité internationale, rapidement, rapidement exposée, si j'ose dire. Je ne vais pas me lancer hein, dans un cours d'économie, mais vous voyez un peu l'idée, les impôts sont partout, et dans le domaine économique, ils peuvent servir, ou simplement avoir pour effet aussi d'attirer ou de repousser les entreprises, et donc les emplois, d'une certaine manière. Alors, mais comme pour une entreprise, on pourrait remplacer la notion de taux d'imposition par le prix de vente ou les recettes fiscales par le chiffre d'affaires, comme je l'ai évoqué au tout début de cet exemple. Tout ça, ça va constituer un équilibre délicat. En particulier en cas de baisse des taux d'imposition, il faut que le volume des ressources fiscales attirées, hein, comme pour une entreprise, elle peut baisser ses prix, mais enfin, il faut que le chiffre d'affaires qu'elle fait arrive à compenser cette baisse des prix par une augmentation de la clientèle. Là, c'est un peu la même chose. Si je baisse en tant qu'État les taux d'imposition, il faut que le volume des recettes fiscales attirées compense la baisse des taux. Si c'est le cas, tant mieux. Et à ce moment-là, les recettes resteront stables ou augmenteront grâce aux emplois créés et aux revenus distribués par les entreprises attirées par cette fiscalité favorable. On évoquait un peu Google et Apple avec la République d'Irlande. Si ce n'est pas le cas, ça va poser un petit problème et l'État et la collectivité auront fait des cadeaux aux entreprises, par exemple, hein, si on parle des entreprises, ou aux ménages, mais en fait vont s'appauvrir. Et au final, on va avoir d'autres phénomènes pervers, je dirais. Par exemple, l'État, dans un premier temps, va emprunter, ou peut-être avant d'emprunter, il va diminuer un certain nombre de frais fixes du gouvernement, des services publics.
il y aura plus d'éclairage dans les rues, les routes vont se dégrader, les trains vont avoir du retard ou les avions vont avoir du retard, les camions, etc. Les gens seront plus forcément bien formés, etc. Et ça va, au lieu de rendre attractif la baisse des impôts, au final, au lieu de rendre attractif le pays va conduire à une détérioration d'autres éléments attractifs du pays, par exemple la sécurité, par exemple un bon niveau d'éducation, par exemple des transports qui fonctionnent. Vous voyez un peu l'idée. Et donc, c'est pour ça que je disais, l'équilibre est délicat. On peut effectivement baisser des impôts, mais faut faire une bonne étude là-dessus, une bonne étude de marché, pour savoir si la baisse des impôts va effectivement être rentable. Alors, force est de le constater que ce n'est pas toujours le cas, et malheureusement, ça ne fonctionne pas toujours. Pour ça qu'on est toujours entre l'économie et la politique, et le social. Ce sont des marchés, en tout cas, politiques et économiques. Il faut avoir des clients, il faut avoir des sponsors, il faut avoir des voix, etc. Et ça peut conduire à des erreurs techniques ou économiques, notamment en matière de fiscalité.